Notre histoire commence en 1983 avec le roi Charles VIII. Il vient d'être nommé à la tête du royaume de France. Il fait partie de la famille Valois qui a pris le pouvoir un siècle et demi auparavant, par un jeu subtil, stratège et politique. La famille Valois est réputée pour avoir été une grande actrice durant la guerre de 100 ans. Mais nous allons vivre le présent et non le passé. L'histoire ne fait jamais de pause. Il faut définir ses alliés de ses ennemis. Nous allons suivre cette histoire d'un point de vue humain, à travers plusieurs personnages, mais en majorité nos protagonistes, Henri Gouivre de Tersac et Blasco de Valonga. Ces deux jeunes veulent réussir à leur échelle, que ce soit comme soldats, serviteurs ou même gardiens du culte. On va suivre un morceau d'histoire, dans les coulisses des rois, des comtes, des ducs et des papes. Pour ma part, il faut bien l'avouer, je ne suis pas très doué en histoire. Et j'ai adoré, on est sur une fresque d'une époque que je ne connaissais pas du tout. La narration est extraordinaire, elle est le travail d'un auteur que j'apprécie particulièrement, nous donne beaucoup d'informations en restant légère et vivante. Il n'y a rien à envier à Murena, même si leurs approches diffèrent. Valois nous plonge dans les rouages de la géopolitique et les questions qui en découlent. Comment régner avec un maximum de paix en gardant son autorité ? Avec le temps qui passe, la mort de l'un, le mariage de l'autre, les cartes sont en permanence rebattues, les alliances se font, se défont, les paroles changent. Comment faire avec la gestion du pouvoir quand un roi est nommé d'office et s'il ne convient pas à son rôle? Où se situe l'intérêt personnel par rapport au collectif? Beaucoup de choses sont en permanence posées avec leurs contradictions. Les décisions ne sont pas toujours logiques ou attendues. Il en est de toute la complexité de l'humanité à travers les siècles. Tous ces aspects sont abordés sous différents points de vue. Les personnages sont dans les mœurs de leur époque. Mais nous, lecteurs, ça ne nous empêche pas de nous questionner avec une vision plus moderne. Oui, c'est dense, mais c'est parfaitement géré. Au cas où, on a un résumé de chaque tome avec une carte des personnages principaux. Et c'est pas mal pour se remémorer qui est qui, si on a un doute, et même vérifier parce que des personnages parfois ont le même prénom. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse parce que j'ai ressenti quelque chose que je ne vois pas habituellement et ça m'a surpris. On n'est pas dans de l'héroïsme et du romantisme sur le passé, que ce soit sur la chronologie, dans les combats ou même la guerre. On est dans la prise de décision, son raisonnement. On se met d'accord et quelques pages après, nous lecteurs, on voit les conséquences que ça a créées. On est dans une vision macro. Il faut maintenant qu'on parle de la personne qui est derrière Valois. Il a fait d'autres œuvres dont j'ai déjà parlé, j'ai un petit faible pour lui, c'est vrai, c'est Thierry Gloris. Je le trouve extrêmement doué, j'apprécie la rigueur qu'il met dans chacun de ses univers et la sensibilité qu'il a de bien distiller chaque information sans jamais gaver son lecteur. Pour un sujet aussi complexe que l'histoire, surtout dans cette époque-là, c'est super important. La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était une période qui ne s'est pas fait en bande dessinée, la Renaissance, ou très peu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait à ce niveau-là. Après, franchement, quand j'ai mis le doigt là-dessus, c'est un tel, entre guillemets, chaos, un tel bordel au niveau historique à cette période-là. Il n'y a pas 3 interlocuteurs, il y en a énormément. Et même dans la bande dessinée, j'ai simplifié au maximum. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Mais bon, je me suis vraiment amusé là-dessus. Revenons à notre histoire qui est tenue en fil rouge par un duo de protagonistes. Henri a trouvé une place d'homme de main auprès du seigneur de Brie. Il doit l'escorter, le protéger, mais les événements vont le mettre sur la route d'un jeune espagnol, Blasco, qui lui a dû renoncer à tout ce qu'il voulait et doit s'engager à une vie monacale. J'ai apprécié de les suivre au cours de cette aventure, de voir leur rencontre avec des personnages qui auront plus ou moins d'importance sur le long terme, voir que leurs choix vont changer leur vie, mais n'étant pas nobles, ça ne tient qu'au bon vouloir des autres. On peut parler d'une relation amicale, haineuse, rivale, voire parfois plus agressive. Mais attention, c'est pas une histoire, on va suivre un duo. Chacun a la sienne, elles vont parfois se relier, mais comme je l'ai dit plus tôt, ils ne sont pas entièrement maîtres de leur destin. Que faire quand on rêve de vengeance, mais que ton bourreau est dans les petits papiers de l'allié de ton chef? Ce soin qu'on a apporté sur la personnalité et l'intelligence d'Henri et Blasco est le même pour tous les autres, que ce soit Charles, Juan, César, Lucrèce, Louis.
C'est des personnages dont on comprend les motivations, les enjeux, ils enrichissent avec leurs arcs mutuels et nuancent le récit. D'une manière générale, je suis assez frappé par le sérieux et la rigueur avec laquelle ce petit bout d'histoire nous en apprend plus sur la nôtre. On sent qu'on aurait pu l'étendre à beaucoup plus loin, et beaucoup plus que 4 tomes. C'est vrai qu'en termes narratifs, j'ai pris des risques, j'en prends tout le temps, donc si on n'en prend pas dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas linéaire, il y a une espèce d'ampleur. Je suis en train d'expliquer tout un contexte géopolitique, j'essaye de le simplifier au maximum, mais qui est quand même toute la substance derrière, et en faire un divertissement. Et ça, je pense qu'il y a plein de lecteurs qui n'ont pas compris quelque part l'ambition de la série. Vous allez apprendre des choses et vous allez vous amuser. Il y a des gens qui, quand ils prennent une bande dessinée, ils veulent du divertissement pur, ce que je peux comprendre entièrement. Et c'est vrai que là, sur cette série, il n'y a pas que du divertissement pur, il y a autre chose. La BD, c'est un travail d'équipe. Et cette fois-ci, ce n'est pas une collaboration, mais une recollaboration. Thierry a déjà travaillé avec le dessinateur, Jaime Calderon. J'aime l'histoire, et de fait, j'ai fait des études d'histoire à la fac de Barcelone. Cela dit, après Les Voix du Seigneur, tout ce qu'on m'a proposé était du même genre. Le parcours de ces deux personnes explique très certainement le traitement qui a été choisi, de ne pas rajouter d'épique dans l'histoire ou dans le dessin, mais d'être dans le réalisme, la vérité. Et j'aurais pu commencer par ce point-là. Le dessin, dès le premier regard, quand on ouvre le premier tome, c'est impressionnant. On en prend plein les yeux, c'est beau, minutieux, détaillé, qui est un peu à l'image des caméras de cinéma, moins chaud qu'auparavant, mais joue plus sur un réalisme naturel, dans sa finesse des traits, dans la gestion de ses couleurs. On sent un amour des décors, et même sur une image anodine. Par exemple là, on peut profiter de la géométrie, du carrelage, des statues, des chaises, du bois. Toutes ces qualités de précision et de dessin se retrouvent dans la colorisation. J'admire la gestion de la lumière, des teintes de peau, des tissus, de la texture d'une manière générale. On pourrait me dire, et à raison, oui, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans le perfectionnisme, même pour faire de la BD historique. Ok. Mais là, on a un niveau d'excellence, à la fois narrativement et visuellement, qui nous permet d'avoir une immersion qui est beaucoup plus marquante. Même si elle en est proche, Valois n'est pas une œuvre parfaite. J'ai quelques petites choses à lui reprocher, comme certaines ressemblances entre différents personnages, masculins comme féminins. J'en ai parlé plus tôt, mais c'est assez déroutant de montrer aussi peu de choses épiques. Même quand on est dans des cases larges, on est toujours un peu trop proche à mon goût, comme si on ne voulait pas trop en montrer. Par exemple, dans cette case, moi je trouve qu'on souffre du fait de ne pas comprendre à sa juste valeur la menace. Où là, j'aimerais mieux comprendre pourquoi Charles est à ce point-là impressionné par l'architecture en la voyant réellement. Ça reste mon avis et c'est peut-être le résultat de plusieurs compromis qui ont été obligatoires pour respecter les délais ou le choix de rester à taille humaine sans glorifier et donc rester neutre. Effectivement, on a un point macro du pouvoir, mais aussi micro, et peut-être que ça crée une schizophrénie à ce niveau-là. Peut-être que c'est le prix aussi d'un manque de place, donc de pages, qui ont dû être sacrifiées pour permettre au récit de s'exprimer au mieux, et je serais d'accord que ça doit rester la priorité. Maintenant, il est temps de conclure et j'ai envie de prendre de la hauteur et de me poser une question. Pourquoi, malgré d'immenses qualités, Valois n'a pas le succès d'un Murena ? Le succès, c'est quelque chose qui est totalement évanescent, hein, on n'arrive pas à le saisir. Murena est arrivé à une époque différente, à un autre moment. Ce sont deux grands auteurs qui avaient aussi déjà une belle carrière derrière eux, qui sont arrivés à quelque chose qui tenait bien la route, qui a séduit à un moment donné. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que Rome, il y a peut-être une appétence. J'ai fait un western, bim, le western marche très bien. Et il y a une appétence au western. Je savais pas, voilà, il y a peut-être des trucs comme ça. C'est une période que j'adore, l'époque romaine. Hein. Pour le coup, j'ai fait histoire, donc j'avais une spécialisation en histoire romaine. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Nous, en face, on avait Murena. Quel était l'intérêt d'aller se mettre dans les pas de Murena ? Donc c'est pour ça que je suis parti sur autre chose. Valois est plus moderne dans son traitement, plus froid, ça joue peut-être. Il y a moins d'érotisme, mais il y a moins de romance. C'est possible aussi. Elles sont pas sorties à la même époque et Murena a continué à vivre avec les années. J'aimerais croire que Valois pourrait aussi avoir un public qui grandit avec elle si elle continuait sur d'autres cycles. Le succès, parfois, se construit avec le temps et les sorties régulières. Il y a suffisamment de choses qui pourraient encore être racontées, donc pour moi, ce serait tout à fait possible. Après, oui, je peux entendre que l'Empire romain, d'une manière générale, soit plus populaire. Mais moi, Murena me suffit sur ce thème-là. J'adhère finalement assez peu avec les autres.
et je suis plutôt client qu'on essaye de m'amener ailleurs, avec d'autres morceaux d'histoire comme Valois qui me permettent d'apprendre des choses que je ne serais pas allé chercher par moi-même. J'espère vous avoir donné envie de tenter l'aventure, et je vous dis à bientôt, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette série.